Eh bien, allons-y. Vous m'entendez bien comme ça? Hein? Non? Et là? C'est bon? Alors, nous étions étudiants en médecine à Paris lors des discussions qui précédèrent le vote de la loi Veil, qui libéralisa l'avortement en France. Et à l'époque, sans doute un peu enfumé par la propagande féministe, je ne m'étais pas dressé plus que nos évêques contre ce texte qui inventait le terme d'IVG ou interruption volontaire de grossesse. Les élus entendaient ainsi secourir les femmes dites en détresse. Vous savez que cette notion aujourd'hui va disparaître de la loi en raison de la conception d'un enfant non désiré, en leur proposant de pouvoir recourir à un avortement dépénalisé et médicalisé et en tentant d'en gommer les aspects culpabilisants. Et il me semblait être un progrès social. Je ne me suis cependant jamais uni au cœur mensonger de ceux qui prétendent que l'embryon humain n'est qu'un amas de chair et que son élimination ne pose pas plus de problème qu'une extraction dentaire. Mais j'avais le souvenir vivace d'une jeune femme qui avait été tirée in extremis d'une septicémie, contractée au décours d'un avortement clandestin, pratiquée sans notion d'hygiène et d'asepsie. Et, comme beaucoup de Français, je pensais qu'à défaut de pouvoir sauver l'enfant non désiré, auquel chacun promettait d'ailleurs un avenir infernal en raison de ce fait irrémédiable d'être indésirable, la société pouvait au moins protéger la mère des agissements délétères des matrones et autres faiseurs d'anges. Ce discours, bâti sur la pitié et une apparente compassion, avait fait mouche. On avait simplement oublié que des actions négatives ne peuvent créer les conditions du bonheur. Combien de malheureuses victimes en ont fait la douloureuse expérience depuis le vote de cette loi? L'enfer est vraiment pavé de bonnes intentions, car j'ai vu des femmes brisées, des couples déchirés, des familles dévastées, la société déstabilisée, et je ne parle pas des innocents assassinés, puisqu'ils n'ont pas leur mot à dire. Or, le drame ne fait qu'empirer année après année, puisque les nouvelles pratiques ambulatoires de l'avortement, alliées à une négation constante de sa réalité et de ses séquelles, entraînent sans cesse un accroissement du nombre des deuils impossibles, noyés de remords et de culpabilité, qui, faute de reconnaissance et de traitement, ne peuvent s'épancher que dans la colère et la révolte, le désespoir et la violence. Un fait, pourtant, aurait pu troubler les esprits attachés au respect de la liberté d'opinion. Très vite, toute voix qui pouvait s'élever contre la banalisation de l'avortement fut muselée avec une extrême rigueur. Son auteur, fustigé par l'ensemble des médias, ne pouvait être que sous l'emprise de vieux démons, en particulier celui du fascisme. Comment ce nouveau totalitarisme, qui a pris pied même dans l'Église et dans le clergé, j'en ai fait la douloureuse expérience, après le siècle que nous venions de vivre, n'a pas plutôt alarmé les consciences? C'est cela qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me souviendrai toujours d'une soirée débat dans laquelle le professeur Jérôme Lejeune, que nous avons eu la chance d'avoir comme professeur de génétique quand nous étions étudiants en médecine au CHU Necker Enfants Malades à Paris, car il était un enseignant vraiment remarquable, fut pris à partie par un groupe d'étudiants surexcités dont les arguments se réduisaient à vomir une haine et une violence inouïes. Et lui, seul contre tous, jamais à l'époque je n'aurais osé prendre sa défense, et restant d'un calme absolu sous l'insulte, tandis que certains lui brandissaient le poing sous le nez, reprenait patiemment son argumentation. La paix et la force étaient de son côté. Elle témoigne mieux que tout discours de la divine vérité qu'il habitait. Un témoignage fort comme celui de Susan Stanford, paru dès 1989 aux éditions Sarment sous le titre « Une femme blessée », aurait pu attirer l'attention au moins des féministes. Il n'en fut rien,
Ces femmes qui se targuent d'être les porte-paroles de leurs sœurs en détresse se sont bien gardées de lui faire écho. Preuve que leur combat est purement idéologique et non point motivé par une quelconque solidarité féminine. D'ailleurs, font-elles aujourd'hui plus écho à la détresse des femmes chinoises qui subissent par milliers des avortements forcés? Non. Or, si elles étaient réellement pro-choix, elles s'insurgeraient avec colère contre cette pratique. Ceux qui s'attribuent mensongèrement cette appellation de pro-choix ne le sont donc pas. Ils sont pro-avortement, un point c'est tout, que les enfants soient désirés ou non par leurs parents. L'un des premiers à avoir alerté l'opinion est un pédopsychiatre, le professeur Philippe Ney, un Canadien, qui consacra une partie de sa vie aux maltraitances de l'enfant. C'est lui qui décela, dans les fratries des enfants avortés, la réalité du syndrome du survivant d'avortement, dont nous allons parler, et qui en décrivit les séquelles dramatiques, jusqu'alors méconnues et négligées. De l'écoute des enfants, il remonta ensuite à celle des parents, pour dégager chez ceux qui avaient subi, pratiqué ou encouragé l'IVG, le syndrome post-avortement. Puis il étudia les effets délétères de l'avortement dans la famille et la société. Il mit enfin au point une approche thérapeutique de ces blessures profondes. Moi-même, dans ma pratique de la médecine générale, je n'avais pas eu l'occasion ou la finesse d'esprit de repérer et m'inquiéter des séquelles de l'avortement dans la fratrie. Je le découvris au cours de l'enseignement donné par Philippe Ney. Et j'ai pu très vite en constater la véracité dès que je sus mettre le doigt sur ce syndrome, stupéfait de découvrir la somme de tristesse accumulée par les frères et sœurs d'un enfant avorté. Il y a des pleurs chez l'adulte qui ne sont pas du cinéma. En revanche, j'avais déjà plus d'une fois subodoré les affres du syndrome post-avortement chez les femmes qui avaient eu à subir une IVG. Et je m'étais troublé d'être dans l'incapacité de savoir leur porter secours, autant qu'étonné de constater qu'aucune structure n'existait pour leur venir en aide. C'est donc tout naturellement qu'avec mon épouse, nous prîmes contact, il y a de cela maintenant 15 ans, avec sœur Marie-Véronique, une sage-femme puéricultrice formée par Philippe Ney, qui assura les premiers développements des groupes d'accompagnement post-avortement sous l'égide conjointe des maternités catholiques et du diocèse de Paris. Et c'est elle qui nous fit rencontrer Philippe Ney pour suivre à notre tour son enseignement. La prise de conscience des méfaits de l'avortement est d'autant plus difficile qu'elle dérange tout un consensus, tant politique que médiatique. Elle oblige en effet à reconnaître avec humilité qu'on a fait fausse route. Elle oblige à opérer une totale remise en question des idées reçues inculquées au pilon depuis mai 68. Elle oblige à secouer des tabous qui entretiennent ce consensus coupable dont toute notre société, au moins par son silence tacite, partage la responsabilité. Mais le jeu en veut la chandelle. Il y va de l'avenir de nos enfants, il y va du bonheur des couples, il y va de la joie dans les familles, et comme l'a dit Mère Teresa, il y va de la paix dans le monde. Cela étant dit, avant d'étudier les syndromes post-avortement proprement dit, nous allons d'abord essayer, pour tenter d'en percevoir la genèse et les fondements, de voir quelles sont les dramatiques conséquences psychologiques et spirituelles que la mentalité abortive introduit au sein des familles. Car il apparaît aujourd'hui indiscutable que la mentalité abortive, et je dirais même déjà la mentalité contraceptive, génère, au-delà des blessures profondes qui touchent les femmes qui ont subi une IVG, de gré ou de force, un certain nombre d'enchaînements pernicieux qui pervertissent l'amour familial et engendrent de graves troubles psychologiques dont les enfants sont les premières victimes. D'où ces 4 chapitres préalables: l'idéologie perverse de l'enfant désiré, le recours au bouc émissaire, les liens entre maltraitance et avortement, et enfin la spirale de la violence et son triangle tragique. L'idéologie perverse de l'enfant désiré. Le premier droit d'un enfant est d'être désiré. Ce slogan,
qui semble pétri de bonnes intentions, a été repris par l'ONU et la plupart des nations du monde pour justifier les politiques abortives de régulation des naissances, insinuant qu'une fois qu'on aura éliminé tous les enfants non désirés, il n'y aura plus d'enfants maltraités. Or, il n'en est rien, c'est tout le contraire qui est observé. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, caché sous les meilleurs sentiments, il n'y a pas d'idée plus pernicieuse. Car si le premier droit d'un enfant est d'être désiré, qu'en est-il de l'enfant qui ne l'est pas ? De fait, l'enfant non désiré n'a plus aucun droit, puisqu'il a perdu celui qui prélude à tous les autres, le droit d'exister. Cette idéologie de l'enfant désiré est donc une sentence de mort, dont l'exécution en suspens ne dépend que de la décision des parents ou des services publics, des services sociaux, usurpant un pouvoir extravagant. Elle est en opposition complète avec le message évangélique. Dans une optique chrétienne, en effet, le premier droit d'un enfant n'est pas d'être désiré, mais d'être accueilli. Tant mieux, bien évidemment, si l'enfant est ardemment désiré. C'est très important qu'il le soit. Je ne plaide absolument pas pour une fécondité irresponsable, bien au contraire. Mais l'accueil de l'enfant ne doit pas être subordonné aux aléas du désir qu'on a de lui, ni à des conditions conjoncturelles passagères qui trouveraient des voies de solution si on mettait plus de bonne volonté à vouloir les solutionner. Il en est de même pour la reconnaissance de son humanité. Celle-ci, inhérente à la personne humaine, ne dépend pas de conditions qui lui sont extérieures et qui varient avec la versalité des modes et des éthiques de circonstances. Et c'est cette perversion de l'amour parental, quand le père et la mère soumettent l'accueil de l'enfant conçu aux fluctuations de leur désir immédiat, qui va entraîner, dans les familles où l'avortement est envisageable, et a fortiori dans celles où il se pratique, toute la genèse du syndrome du survivant d'avortement que le professeur Philippe Ney avait individualisé avant même d'être alerté par les stigmates du syndrome post-avortement chez les parents. Car dans ces familles, même si l'avortement est un non-dit, et il l'est quasiment toujours, c'est un pseudo-secret entretenu avec connivence par toutes les générations, l'enfant qui a échappé sait dans son subconscient qu'il n'a été gardé en vie que pour des raisons fortuites, parce que le désir capricieux de ses parents en a décidé ainsi, au moment où la pérennité de son existence et la reconnaissance de son humanité ont été mises en balance avec d'autres considérations, somme toute secondaires et dérisoires, au regard de ce qu'il est ou croyait être. Certains douteront de la véracité de cette assertion. Faut-il qu'il manque alors d'expérience humaine et qu'il n'ait pas point de connaissance des tout-petits et des liens mystérieux qui unissent la mère et l'enfant. De très nombreuses observations cliniques, en effet, nous montrent d'une manière très nette que l'enfant né après l'avortement d'un aîné a souvent perçu très précocement, sans doute déjà in utero, le drame qui a endeuillé sa mère et la violence des tourments qui l'agitent, la rendant ambivalente à son sujet. Il s'agit bien sûr d'une connaissance floue, subconsciente, non verbalisée, mais le fait est là, elle imprime déjà une blessure difficilement surmontable. Car dès la naissance, dès le séjour en maternité, le nouveau-né peut manifester des troubles graves du comportement caractéristiques du syndrome du survivant d'avortement. Pour appréhender la genèse de cette blessure, il faut comprendre que lorsque les parents subordonnent sa survie à leur désir, l'enfant perd ipso facto toute valeur intrinsèque. N'étant en vie que parce que le désir versatile de ses parents ou les lois de la société lui ont accordé le droit d'exister, il perçoit que ce droit n'est désormais plus lié à sa condition humaine et qu'il n'a pas de valeur en soi, mais que celle-ci dépend du regard des autres. Et donc pour mériter le droit de vivre, ou plutôt pour conserver le droit de survivre, il va sans cesse tenter de correspondre aux désirs que ses parents ont sur lui, ce qui va s'avérer impossible. Se heurtant de plus aux difficultés personnelles de ses parents,
eux-mêmes soumis aux bouleversements qu'engendre leur syndrome post-avortement, la situation familiale va vite dégénérer dans une suite de conflits interminables et sa vie risque de devenir un enfer. En outre, l'enfant perçoit très bien la chosification de sa personne et il souffre de n'être pour ses parents qui disent l'aimer qu'un jouet entre leurs mains qu'ils peuvent tour à tour et sans préavis, au gré de leurs caprices, tantôt adulés et tantôt rejetés. À l'inverse, l'enfant qui naît dans une famille où l'IVG est inenvisageable est indemne des perturbations psychologiques qu'engendrent les conflits secondaires à l'avortement. Ne tenant pas le droit de vivre d'une chance hasardeuse d'avoir échappé à un refus de reconnaissance parentale, il n'a pas à lutter pour rester conforme au bon vouloir de ses parents. Mais prenant conscience de sa valeur intrinsèque, il va se respecter lui-même et par suite respecter les autres. Il démarre dans la vie avec des conditions d'épanouissement autrement favorables. Deuxièmement, le recours au bouc émissaire. Les hommes ont toujours eu besoin de chercher des boucs émissaires pour se protéger des dérangements et de la culpabilité qu'entraîne la mise à jour de leurs erreurs et la remise en cause de la justesse de leurs choix. Montrer du doigt le bouc émissaire, le punir, voire le mettre à mort, permet de se disculper aisément des fautes que les individus, les familles ou la société ne veulent pas assumer. En détournant la vindicte sur le coupable désigné, on éprouve alors, au moins temporairement, un soulagement, un répit, et on apporte des justifications au sentiment d'indignation qu'on avait manifesté pour tenter de détourner de soi la culpabilité. Mais le recours au bouc émissaire, loin de régler les problèmes, en repousse les résolutions et les perpétue, enterrant en effet toute possibilité de réconciliation, de réparation et de pardon que nécessite la situation conflictuelle. Il empêche son dénouement pacifiant et définitif. Les boucs émissaires ne sont pas difficiles à trouver. Tous les petits, les sans grade et les sans le sou, les sans vote et les sans voix, font l'affaire. Les infirmes et les handicapés mentaux, les vieillards et les mourants sont des boucs émissaires tout désignés. On peut aussi accuser un groupe qui dérange, les juifs, les basanés, les curés, chaque époque a eu les siens. Les enfants à naître sont des boucs émissaires tout désignés, fort commodes, puisqu'on ne peut craindre leur protestation et leur rébellion. On leur reprochera de perturber l'équilibre et l'intimité du couple, de gâcher le plaisir sexuel et de briser les ménages, mais aussi d'être responsable de la surpopulation ou de la pauvreté, ou encore d'être de futurs pollueurs qui aggraveront l'effet de serre et mettront en péril la couche d'ozone, etc. Bref, ils endosseront la responsabilité des conflits et des frustrations que les adultes, leurs parents et leurs grands-parents, n'ont pas résolus, et on les accusera sans rire d'être à l'origine des problèmes mondiaux. Une fois nés, leurs parents leur imputeront leur mésentente conjugale, les chargeront de leurs échecs professionnels ou de leur incapacité à réaliser leurs desseins, et de boucs émissaires, ils deviendront bientôt les souffres-douleurs de leur entourage. Le conflit peut rester longtemps latent et n'éclater que secondairement, car le jeune enfant sait qu'il a besoin de ses parents pour survivre. Dès lors, il peut être amené à les protéger et à se sacrifier. Ainsi, il n'hésitera pas à intervenir dans leurs disputes pour détourner leur colère sur lui. Ce faisant, il renforce sa position de bouc émissaire et en retour, il multiplie les motifs de maltraitance. Mais il niera les sévices dont il est l'objet pour éviter que ses parents soient mis en cause par la justice et lui soient enlevés. Il entre alors dans un cercle vicieux qui est pour lui une véritable aliénation et qui entrave gravement son épanouissement. Cependant, malgré ses efforts, il ne correspondra jamais aux exigences des désirs parentaux. Il est prisonnier d'un drame dans lequel il devient lui-même acteur et dont il ne peut ni ne veut sortir, car il préfère encore affronter la colère de ses parents plutôt que de risquer l'abandon. Plus grand, il pourra s'en prendre à ses frères et sœurs, eux-mêmes souvent au but aux mêmes difficultés, puis à ses camarades,
de glace ou à ses enseignants, qui deviendront à leur tour ses boucs émissaires, puis ses souffres-douleurs. Il pourra enfin se retourner contre la société et devenir asocial. La victime sera devenue bourreau. Nous verrons dans un chapitre ultérieur traitant du triangle tragique de la violence comment cette victime sera amenée à répéter sa propre histoire pour tenter de comprendre sa souffrance et se persuader que son vécu, somme toute, n'est pas si grave que cela. Les enfants boucs émissaires ne peuvent être heureux. Ils se sont forgés une image déplorable d'eux-mêmes et ils se détestent, d'autant plus qu'ils sont souvent mis en situation d'échec. La place la plus pénible est celle tenue par l'enfant de substitution, conçu pour tenter d'effacer la mauvaise conscience d'un avortement. Il cumule alors le handicap d'avoir été particulièrement désiré à celui de polariser tous les espoirs que les parents, gagnés par le remords, ont par la suite cristallisés sur l'enfant perdu, désormais idéalisé. Il reporte sur lui les espérances destinées à l'enfant avorté, tandis que l'exacerbation de leur culpabilité ravive douloureusement les affres d'un deuil inachevé ou réprimé. Et ces échecs inévitables attiseront leur déception et leur colère. L'enfant de remplacement est alors embarqué dans une spirale de violence qui, sans prise en charge, n'a d'issue que dans la mort ou ses succédanés, les drogues, etc. Le recours au bouc émissaire a toujours existé, mais il apparaît aujourd'hui sans précédent à la limite de la folie collective. Il n'y a pas un arbre qui tombe, une rivière qui déborde, une avalanche, un maladroit qui glisse sur le trottoir ou rate la marche d'un bus, sans qu'on s'acharne à trouver un responsable. Et les journalistes de la télévision se plaisent à montrer la satisfaction des proches des victimes si le suspect est sévèrement puni, leur colère si le tribunal s'est montré indulgent. On est arrivé à chercher des coupables même aux maladies congénitales. Rappelez-vous l'affaire Perruche, dont la jurisprudence transformait l'incitation eugénique à l'avortement, déjà inscrite dans la section 2 de la loi Veil, en obligation d'avorter les enfants suspects d'une possible tare et retirait aux médecins le droit à l'objection de conscience. Cet acharnement démentiel et sans limite en dit long sur la maladie de notre société. J'y vois un effet du recul et de l'affaiblissement du christianisme dans les consciences. Le Christ, en effet, est le bouc émissaire par excellence, la victime parfaite, offerte en holocauste pour le péché du monde. L'agneau immolé prend tout sur lui sans émettre une plainte. L'embryon humain, aujourd'hui, le plus petit d'entre les hommes, est le nouvel agneau immolé. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous avertit d'ailleurs Jésus en Matthieu 25, 40. Reconnaissant par avance cette identité qui configure et assimile le plus petit et le plus pauvre à lui-même. Troisièmement, les liens entre maltraitance de l'enfant et avortement. La relation de cause à effet liant l'avortement au mauvais traitement infligé aux enfants est de prime abord surprenante, mais elle est indubitable. Il apparaît en effet que les personnes qui ont subi un avortement ont plus tendance à maltraiter leurs enfants et vice-versa. Ceux qui ont été maltraités ont plus tendance à avorter. Mais attention, ne concluons pas que toutes les personnes qui ont avorté seront de mauvais parents, ni que les victimes de mauvais traitements dans l'enfance seront automatiquement conduites à avorter. Il s'agit seulement d'une tendance, déjà en partie explicable par ce que nous avons exposé au sujet des boucs émissaires devenus souffre-douleurs, mais le passage à l'acte, heureusement, est loin d'être systématique. Il dépend en partie de la capacité des personnes à surmonter leurs blessures, de leur fragilité constitutionnelle. Il est clair que ceux qui souffrent par ailleurs de maladies psychiatriques ou même seulement de troubles psychologiques mineurs seront plus vulnérables que des sujets indemnes de toute faille. Il dépend aussi du chemin parcouru, de l'aide apportée par l'entourage, de la présence ou non d'un conjoint secourable et de multiples facteurs individuels et environnementaux, parmi lesquels le recours à une religion pacifiante tient sûrement une grande place. L'avortement et les mauvais traitements sont cause et effet. Et ce lien ne se vérifie pas nécessairement dans l'histoire d'une personne, mais certainement à l'intérieur d'une même famille.
J'évoque ici ce qu'on appelle les phénomènes transgénérationnels. Il s'agit de familles qui traînent un lourd passif de conflits non résolus ou des deuils mal accomplis, enfouis dans les tréfonds de la mémoire familiale. Et les adultes, usés par le poids des générations qui les précèdent, rejettent à leur tour sur leurs enfants les fardeaux qui les accablent. Et de génération en génération, les boucs émissaires se succèdent et se ressemblent, se maltraitent et se détruisent. Si l'idéologie de l'enfant désiré a été à ce point prônée par la plupart des gouvernements de tous bords et continue à l'être, c'est parce qu'elle laisse entendre que l'avortement des enfants non désirés éliminera ceux qui seront mal accueillis et que par voie de conséquence, on pourra ainsi faire disparaître les maltraitances de l'enfant en supprimant leur principale cause. Or, il n'en est rien. Partout dans le monde, les maltraitances de l'enfance suivent une progression croissante, parallèle à celle des avortements. Autrement dit, plus il y a d'avortements, plus il y a d'enfants maltraités. Pourquoi s'en étonner? Le lien causal entre avortement et maltraitance n'a rien de surprenant. L'IVG, en effet, est pourvoyeuse de syndrome post-avortement chez les parents, dont les décompensations dégénèrent en état dépressif à répétition. Une mère qui a des antécédents d'avortement, qui de plus peut elle-même être une survivante d'avortement, parce qu'elle est née dans une famille où l'avortement se pratique, sera donc plus encline qu'une autre, au décours d'une naissance qui ravive sa culpabilité et son angoisse, à déclencher une dépression du postpartum. Cette souffrance l'empêchera de s'attacher à son nourrisson. Et elle pourra le délaisser, refuser de le caresser ou de l'allaiter. L'enfant négligé réclamera des soins. Ses cris pousseront sa mère à bout de patience. Et dans un mouvement d'énervement mal contrôlé, elle pourra être amenée à le secouer et à lui faire mal. Et l'enfant, entièrement dépendant, ne comprenant pas la situation, n'ayant aucun moyen de la gérer et de l'améliorer, s'enfoncera dans l'incompréhension et la peur. Cet exemple simple est d'une extrême banalité. Il illustre comment le drame s'enchaîne le plus souvent insidieusement et inéluctablement à partir de cicatrices, de blessures mal cicatrisées qui s'enveniment sans qu'on puisse accuser les parents d'être d'une cruauté foncière. En réalité, les malheureux sont aliénés par leur propre souffrance et celle-ci dévoie leur conduite et brise leur bonne volonté. Les maltraitances infantiles sont de différentes natures et de nocivité variables. Il faut distinguer deux types, les négligences et les sévices. Les négligences, dans lesquelles l'enfant n'est rien, sont en général, d'un point de vue psychologique, plus préjudiciables que les sévices, dans lesquels l'enfant est seulement considéré comme mauvais. Les enfants, en effet, savent intuitivement ce dont ils ont besoin, nourriture, affection, etc. Les négligences les privent de l'essentiel. Ils en sont pourvus dans les sévices et en sont reconnaissants à leurs parents, même s'ils reçoivent des raclées en supplément de leur régime. D'autre part, aggravant indirectement leur nocivité, les négligences rendent les enfants plus vulnérables à toute forme de sévices. Et il faut distinguer également trois types de sévices et deux formes de négligence, aux conséquences inégales. Les sévices peuvent être verbaux, physiques ou sexuels, et les négligences physiques ou affectives. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les traitements les plus brutaux ne sont pas forcément les plus traumatisants sur le plan psychologique. Ainsi, les sévices verbaux, lorsqu'ils sont répétés, peuvent être beaucoup plus préjudiciables que les maltraitances physiques. En effet, il peut être pire, car beaucoup plus déstructurant de s'entendre dire sans cesse qu'on est un moins que rien, que de prendre une fessée de trop, même si elle laisse une douleur cuisante et des bleus passagers. Les sévices verbaux, tu n'es qu'un petit crétin, j'aurais mieux fait de t'avorter, c'est à cause de toi que j'ai avorté, peuvent apparaître au premier abord plus anodins. En réalité, ils remplissent l'enfant d'amertume et le poursuivront toute sa vie
Devenu adulte, il remploiera contre lui-même, dès qu'il sera en colère, les paroles blessantes entendues dans l'enfance, se condamnant lui-même à n'être que ce personnage détestable et méprisable que ses parents n'ont cessé de lui dépeindre. Les négligences, qu'elles soient physiques ou affectives, causent aussi les plus grands préjudices parce que les enfants qui ont été délaissés pensent qu'ils n'ont aucune valeur. Dès lors, ils s'exposent à toutes sortes d'abus, recherchant désespérément un signe d'attention. Et ils permettent qu'on les blesse de façon répétée, comme si la douleur valait mieux que l'absence d'affection. Les sévices sexuels sont toujours graves et le sont d'autant plus qu'ils génèrent une grande culpabilité, car la sexualité touche le plus intime de la personne et sa profanation, par conséquent, blesse son image très profondément. Et d'autant plus grave qu'ils sont rarement isolés, très souvent associés à une négligence affective, dont ils sont, comme on vient de l'évoquer, un aboutissement compréhensible, puisque l'enfant recherche alors désespérément de pallier au manque d'affection dont il souffre. Et donc, même en l'absence de traumatisme physique, simple attouchement par exemple, il risque d'en résulter des séquelles psychologiques très lourdes qui entravent le développement d'une sexualité adulte, saine et épanouie, avec toutes les conséquences qu'on imagine. Ces considérations sur les séquelles des maltraitances infantiles et sur leur nocivité spécifique en fonction de leur appartenance catégorielle sont évidemment relativisées. La nocivité des mauvais traitements dépend bien sûr en premier lieu de leur intensité et de leur répétition. Ces remarques soulignent cependant que les pires maltraitances peuvent passer complètement inaperçues. L'entourage signalera plus facilement des sévices physiques qui laissent des traces plus visibles, tandis que les négligences affectives et les sévices verbaux, parfois beaucoup plus destructeurs de la personnalité, passeront totalement inaperçus. Or, dans les cas des sévices physiques, l'enfant reçoit quand même les pierres dont il a besoin pour construire sa personnalité. Certes, elles sont mal taillées, mais elles sont en place. L'édifice est donc relativement stable et les réparations pourront souvent être menées sans grande difficulté. En revanche, en cas de négligence affective, maltraitance moins flagrante pour l'entourage, il manquera toujours à l'enfant des pierres de base qui ne lui ont pas été données en temps voulu et qui sont d'une importance capitale pour la solidité de l'ensemble. Dès lors, la construction sera bancale et sa restauration sera toujours très délicate. Comment refaire les fondations d'un bâtiment, en effet, sans risquer de graves éboulements des étages supérieurs quand ils ont été empilés de guingois. Mauvais traitement et manque de soins détruisent donc petit à petit l'image que l'enfant a de lui et appauvrissent sa personnalité en devenir. Les blessures pourront cicatriser, certes, guérir même, par une prise en charge appropriée, mais elles laissent quand même des cicatrices indélébiles. On ne pourra jamais remplacer une enfance perdue. Et en plus, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, la violence générant la violence, elle finit par enchaîner et dominer celui qui en a été la victime. Donc voici ce 4e chapitre de cette introduction, la spirale de la violence et son triangle tragique, de cette première partie, plus qu'une introduction. L'irruption de la violence dans une vie entraîne souvent la violence, comme si la personne violentée mettait le doigt dans un engrenage. Et on observe qu'elle est emportée, presque malgré elle, à son insu, dans une sorte de spirale vertigineuse. Plusieurs raisons contribuent à ce fait. La première est que les victimes de la violence, par une espèce de complaisance et de connivence subtile envers leur agresseur, le protègent et contribuent d'une certaine manière au mauvais traitement qu'elles subissent, entretenant elles-mêmes le processus de destruction de leur personnalité. Une autre raison tient encore au fait qu'une victime de la violence a un penchant naturel à vouloir répéter le drame, comme s'il lui était nécessaire de le revivre afin de le comprendre, essayer de percer les arcanes de la tragédie dont elle a souffert et analyser ses tenants et aboutissants qui lui échappent. Mais aussi pour tenter de se persuader que, somme toute, ce qu'elle a vécu n'est pas si grave que cela. Dès lors, elle rejoue le drame de deux manières.
d'une part en se soumettant encore à la nocivité de l'agresseur, et d'autre part en rééditant elle-même la maltraitance qu'elle a subie sur une nouvelle victime. La résultante de ce double mouvement inconscient est que non seulement la violence se pérennise, la victime s'enfonce dans son rôle de victime, mais aussi que la tragédie tourne sur elle-même, la victime devenant bourreau. Une autre part de responsabilité incombe également aux témoins de la tragédie, qui par leur silence, leur complaisance et de nombreuses justifications, je ne savais pas, je ne pouvais pas intervenir, je n'avais pas à m'en mêler, laissent faire. Et en examinant de près les circonstances et les évolutions des drames ainsi que leurs acteurs, on s'aperçoit que les agresseurs, les victimes et les témoins sont liés entre eux par une sorte de relation triangulaire qui tourne sur elle-même, comme si les rôles tôt ou tard devenaient interchangeables. Les victimes, une fois par an, deviennent à leur tour agresseurs, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, et inversement, les agresseurs vieillissants, abandonnés sans pardon, deviennent victimes. L'observation quotidienne nous le montre couramment. Plus ambigu est le rôle du témoin, qui au premier abord apparaît aussi passif qu'innocent. En fait, il rentre activement dans la tragédie dès lors qu'il ne peut admettre de reconnaître sa part de responsabilité dans la poursuite d'un drame qu'il a laissé se perpétuer sans intervenir. Alors il sera enclin, pour se disculper, à recourir au bouc émissaire, devenant ainsi bourreau, tandis que sa lâcheté l'a déjà entraîné sur la pente de la déshumanisation. Car qu'il l'ait voulu ou non, en se lavant les mains du drame qui se déroulait sous ses yeux, il en est une victime inconsciente. Et il rentre ainsi, à son insu, dans la spirale de la violence. Par suite donc, chacun est tantôt agresseur, tantôt victime et tantôt témoin, à moins qu'il intervienne positivement pour rompre le cycle infernal. Ce qui importe par conséquent, si on veut porter secours dans une telle situation, c'est de considérer qu'il n'y a finalement, bien sûr à des degrés divers, mais néanmoins d'une manière réelle et certaine, que des victimes. Du moins le sont-elles toutes un jour ou l'autre. Dans un drame familial, les parents comme les enfants, le mari comme la femme, les grands-parents comme de nombreux autres proches, tous sont prisonniers du triangle tragique de la violence, emportés dans une sorte de spirale dont il est très difficile de sortir. Ils ont donc tous droit à notre compassion, car ils ont tous besoin d'être secourus. Cela n'exclut pas, bien sûr, la reconnaissance d'une juste responsabilité et la réparation des torts commis. La thérapeutique de ces blessures profondes, en effet, ne peut se faire sans passer par une vraie réconciliation, réclamant un vrai pardon, et donc de justes réparations sans lesquelles il n'existe pas de pardon. Mais cela implique que, si on veut mener une action positive auprès des acteurs de la violence, de poser sur chacun d'eux, même sur le bourreau, un regard de compassion, d'amour et de miséricorde, dénué de jugement personnel. Cette attitude n'est possible que si on porte simultanément un regard de vérité sans complaisance, n'appelant jamais bien ce qui ne l'est pas, un regard sans complaisance sur les actes. Cela est très important. Dès lors, on comprend comment l'avortement peut être non seulement cause de maltraitance, mais aussi un effet, une conséquence de mauvais traitements subis dans l'enfance. Existe-t-il pire maltraitance en effet? En ce qui concerne l'enfant in utero qui paye de sa vie, c'est certain. C'est lui qui en fait les frais. C'est une maltraitance absolue. Mais, même s'il refuse de se l'avouer, celle qui choisit d'avorter le sait très bien au plus profond de son cœur. Il est aussi une maltraitance pour la femme elle-même. En choisissant la mort pour son enfant, elle sait qu'elle est en même temps son propre bourreau. Et cependant, parce qu'elle est embarquée dans la spirale de la violence et qu'elle éprouve la nécessité de rejouer un drame, de rejouer une scène dramatique dont elle est la victime, c'est bien elle qui choisit, au-delà de la pression de l'entourage, de s'appliquer ce mauvais traitement à elle-même. On constate en fait une permutation vertigineuse des rôles au sein du triangle tragique de la violence, et chaque acteur, à des degrés divers bien entendu, est à la fois le bourreau, le témoin, la victime. L'innocent bébé fait souffrir sa maman par sa venue inopportune, alors qu'elle n'était pas prête à l'accueillir. Il est bourreau.
Il assiste au drame sans avoir son mot à dire, il est témoin, il est sacrifié, il est victime. La mère, elle décide la mort de son enfant, elle est bourreau. Elle s'abandonne aux mains de l'avorteur, elle est témoin. Elle est profondément blessée par l'avortement, elle est victime. Le médecin se charge de la mise à mort, il est bourreau. Il respecte le choix de la femme, il est témoin. Il détruit une partie de son humanité en pratiquant un acte contraire à sa vocation, il est victime. Et la société n'occupe-t-elle pas aussi simultanément les trois pôles du triangle? Elle n'offre guère d'autres issues à la femme en détresse. Elle est bourreau. Elle laisse les avortements se pratiquer dans l'indifférence générale. Elle est témoin. En ne respectant pas les plus faibles, elle s'autodétruit. Elle est victime. En conclusion de cette première partie, donc, sur l'approche de l'aspect psychologique des blessures d'avortement, je voudrais déjà formuler 4 messages tirés de ce que j'ai dit. Le premier message est que la mentalité contraceptive, un enfant quand je veux, est la porte d'entrée dans la mentalité abortive. D'ailleurs, la preuve en est que les échecs de la contraception sont quasiment tous traités par l'avortement. Le deuxième message est que dans l'avortement, ce sont d'abord les enfants qui trinquent. Ce sont eux véritablement, je ne parle pas de l'enfant sacrifié, puisqu'il n'a pas son mot à dire, ce sont eux qui payent le plus lourd tribut. Le troisième message est que nous devons toujours porter sur les acteurs du drame de l'avortement un regard de compassion dénué de jugement personnel, car ils sont tous victimes. Le quatrième message est que nous sommes, nous aussi, les témoins, à notre insu, par nos silences et notre laisser-faire, des victimes inconscientes de l'avortement, engagées, qu'on le veuille ou non, dans la voie de la déshumanisation. D'ailleurs, à ce propos, laissez-moi, pour conclure cette première partie, vous lire une citation de Peggy sur le témoin qui laisse faire, à savoir le complice. C'est tiré du mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Complice, c'est comme auteur. Nous en sommes les complices, nous en sommes les auteurs. Complice, c'est autant dire auteur. Celui qui laisse faire est comme celui qui fait faire. C'est tout un, ça va ensemble. Et celui qui laisse faire et celui qui fait faire ensemble, c'est comme celui qui fait. C'est pire que celui qui fait. Car celui qui fait, il a au moins le courage de faire. Celui qui commet un crime, il a au moins le courage de le commettre. Et quand on le laisse faire, il y a le même crime, c'est le même crime. Et il y a la lâcheté par-dessus. Il y a la lâcheté en plus. Il y a partout une lâcheté infinie. Complice, c'est pire qu'auteur, infiniment pire. Alors c'était pour nous les témoins que je disais ça. Donc maintenant, je vais passer la parole. On s'est dit qu'on allait faire la conférence à 2 voix, c'est plus... Et puis une voix féminine pour parler de l'avortement, c'est bien. Je vais passer la parole à Anne-Françoise qui va rentrer dans le détail des syndromes post-avortement, le syndrome du survivant, merci, et le syndrome post-abortif. Tu veux que je... Cette transmission de témoins, ça me donne un peu le temps de souffler. Vous m'entendez là ou pas trop? Et là, vous m'entendez? Là, c'est bien ou c'est pas bien? Oui. Ça marche, c'est sûr? Oui. D'accord. Bon, je vais être beaucoup plus succincte et beaucoup plus brève. Je voulais vous parler d'abord du syndrome post-avortement, c'est-à-dire le syndrome qui touche d'abord en priorité, bien sûr, les mamans qui ont subi un avortement, mais qui peut au moins pour partie s'étendre à toutes les personnes qui ont une part ou une responsabilité dans cet avortement. D'abord la famille immédiate, le papa de l'enfant, tout l'entourage, les parents éventuellement de la femme, et puis toutes les personnes du corps médical et tous les services sociaux qui ont eu un rôle
dans la genèse de cet avortement. Alors, le syndrome post-avortement est particulièrement douloureux parce que c'est un deuil qui doit être fait, mais c'est un deuil particulièrement difficile. C'est un deuil réel parce qu'il y a vraiment une perte d'enfant. Et pourquoi ce deuil est-il vraiment difficile? D'abord, c'est parce qu'il est en général nié par la personne et par la société. On va dire à la jeune femme, c'est rien, il ne s'est rien passé, on a enlevé quelques cellules, on n'en parle plus, etc. Bon. Et toute la société ne veut pas reconnaître le deuil, donc il ne se passe rien, on fait ça souvent en ambulatoire, dans la journée, c'est réglé, et on n'en parle plus. Il est vrai que il y a quand même eu une prise de conscience pour ce qui concerne en ce qui concerne les interruptions dites médicales de grossesse, c'est-à-dire les avortements tardifs secondaires à une pathologie détectée aux échographies. Les services médicaux et sociaux se sont rendus compte de la détresse des mamans qui avaient avorté, et maintenant, en général, on leur reconnaît un deuil. Ce deuil est même favorisé parce qu'on va leur montrer l'enfant, on va leur mettre l'enfant dans les bras, ce qui peut être très douloureux. Ce qui, d'un autre côté, évite de nier le deuil et permet peut-être que ça se fasse un peu mieux, mais ça ne résout pas le reste. Autre chose qui va rendre ce deuil très difficile, c'est que c'est un deuil double. Là, je parle essentiellement de l'IVG, parce qu'il y a le deuil de l'enfant, qui n'est plus là, qui est mort, et il y a le deuil d'un projet de vie. Parce qu'aucune jeune fille ou jeune femme ne rêve dans sa vie subir un avortement. Elle peut rêver toutes sortes de vies, avec ou sans enfant, mais elle n'a jamais eu l'idée d'être une femme qui avorte, et de toute façon, en général, ça bloque son projet de vie. Elle ne se voit pas telle qu'elle se voyait. Et c'est un second deuil à faire. Il y a une troisième chose qui aggrave ce deuil, c'est qu'il survient donc en début de grossesse, à un moment où il y a souvent, physiologiquement, on va dire normalement, une certaine ambivalence vis-à-vis de la grossesse, et particulièrement dans le cas d'IVG. C'est-à-dire qu'à la fois, la femme peut désirer son enfant et à la fois elle n'en a pas envie parce que ça la rend malade, ça modifie sa personnalité, etc. Et c'est normal, beaucoup de mamans, même des mamans qui désirent leur bébé, peuvent avoir une ambivalence en début de grossesse, pas savoir si elles sont heureuses ou malheureuses d'être enceintes. Et quand un deuil survient alors qu'on n'est pas, on va dire, en relation fusionnelle et en bonne relation avec la personne, ça se passe mal. On peut voir ça dans tous les deuils. Si on s'est séparé en accord avec une personne, je parle d'un deuil d'une personne adulte, hein, le deuil se passe mieux que si on était en mauvais termes et qu'on n'a pas pu se revoir et qu'on n'a pas pu se réconcilier. Ça donne des deuils très difficiles. Et justement, c'est une chose qui va encore rendre le deuil plus difficile au niveau de l'IVG. Alors maintenant, on peut voir un peu d'une manière, on va dire, un peu caricaturale forcément, parce que chaque personne est différente et chaque cas est particulier. Mais comment se génère la suite d'un avortement? Le plus souvent, dans les suites immédiates de l'avortement, il y a un grand soulagement. Parce qu'il faut voir que les derniers jours avant l'avortement ont été des jours épouvantables, de tension extrême, où la femme décide d'avorter, sait qu'elle va avorter, mais elle est encore enceinte, elle porte encore son bébé, et c'est quelque chose d'un peu invivable, effectivement. Et une fois que l'avortement est fait, on lui dit on n'en parle plus, c'est fini, elle veut faire une croix dessus, et dans le premier temps, elle est soulagée. Donc ça va durer quelques jours, voire quelques semaines, mais ça ne va pas tenir longtemps. Dans une deuxième phase, en général, il va y avoir une sorte de vide affectif, une sorte d'engourdissement psychologique qui fait que la personne étouffe un peu ses sentiments. Alors elle va continuer à vivre en apparence normalement, essayer de ne plus penser à son avortement, mais il y a quelque chose qui ne résonne plus, quelque chose qui est muré, quelque chose qui est mort en elle. Et souvent d'ailleurs, ça entraîne des difficultés dans sa vie relationnelle, dans sa vie affective, dans sa vie familiale et même dans sa vie relationnelle au niveau professionnel ou au niveau de tout son entourage, parce qu'il y a quelque chose une source qui s'est fermée, qui s'est tarie en elle. Ça peut durer très longtemps, ça peut durer peu de temps, c'est variable, ou des années. Et puis un jour ou l'autre, je pense à peu près de façon systématique, mais ça peut être très long,
va survenir ce qu'on appelle vraiment le syndrome post-avortement. Alors ça peut survenir de façon insidieuse, ou au contraire, ça peut survenir brutalement à une occasion d'un événement qui va frapper, soit un événement malheureux comme un deuil, soit un événement censé être heureux. Et très souvent, c'est la naissance ultérieure d'un enfant, désiré cette fois, qui va tout faire basculer. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce syndrome post-avortement? C'est d'abord beaucoup de chagrin. La personne va ressentir du chagrin et de la culpabilité. Une culpabilité profonde qui n'est pas du même ordre qu'une culpabilisation extérieure. Parce que les gens du planning familial disent « oui, les judéo-chrétiens vont culpabiliser les femmes ». Il ne s'agit pas de ça. Une culpabilisation extérieure, quand elle ne répond pas à une culpabilité profonde, d'ailleurs, n'a pas beaucoup d'impact. Et c'est même sur des gens qui, au contraire, vont être déculpabilisés par l'entourage que la culpabilité profonde ressentie va être la pire. S'il y a ceci, justement, une peur de tout le monde et de soi-même, parce que on a accepté de donner la mort et il y a quelque chose qui ne va pas, et de colère aussi contre tout, qui peut se diriger contre tout le monde, parce qu'en fait, les autres ne vous ont pas aidé et on se retrouve dans une situation impossible. Et souvent, ça va évoluer vers une dépression, avec des signes un peu classiques de dépression. Ils sont variables suivant les personnes, avec des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des angoisses, quelquefois sans support matériel évident, des obsessions, des phobies, enfin tout ce qu'on peut trouver chez les gens dépressifs. Alors, souvent, il y a une tonalité un peu particulière parce que ça va se rattacher à des choses qui touchent à la grossesse, qui touchent à la féminité, qui touchent aux enfants. Par exemple,